Bienvenue donc à tous ceux qui nous rejoignent. Nous vous attendions avec impatience, Jean-Pierre et moi, et très heureux de vous retrouver pour ce café fiscal. J'espère que vous avez pu déjeuner tranquillement et que vous êtes au café pour ces 3 quarts d'heure que nous allons passer ensemble. Euh, alors, comme je l'ai dit, on attend encore quelques connectés pour commencer ce webinaire et ce café fiscal. Donc encore une ou deux minutes si voilà, vous nous permettez, de façon à avoir le maximum de personnes dès le départ de ce café fiscal qui va, vous le savez, porter sur l'examen de conformité fiscale. Donc aujourd'hui, chez ECF, on va parler d'ECF justement. Et donc c'est le moment, ECF par ECF. voilà, exactement, hein. En anglais, on dirait ECF by ECF, mais c'est en français, c'est plus simplement Nous ECF sommes par, en, voilà. nous sommes en France. Exactement. Donc, disons ECF par ECF. Donc là, ça y est, on est pas loin de commencer. Ce que je vous propose, avant de passer la parole à Jean-Pierre et de faire les présentations, c'est de dire quelques mots donc, sur l'esprit donc, de ces cafés fiscaux que nous organisons chez ECF maintenant depuis 2 ans, en lien donc, avec la commission fiscale d'ECF, que je vous invite à rejoindre en nombre, puisque c'est avec le nombre que nous ferons émerger aussi les problèmes auxquels sont confrontés les confrères. L'esprit de ces cafés fiscaux, c'est, comme vous l'avez remarqué, après le déjeuner, on prend 3 quarts d'heure sur un sujet qui intéresse ses confrères. On prend un spécialiste de la question. Donc aujourd'hui, on parlera examen de conformité fiscale. Alors on va survoler après ce café. D'ailleurs, ce café, pour certains, Jean-Pierre, il est matinal et on salue nos amis des Antilles parce que là-bas, c'est le café du matin, il est 7h30 aux Antilles. C'est le petit déjeuner. C'est le petit déjeuner. Et puis nous saluons aussi nos amis de la Réunion et de Mayotte, puisque là-bas, Pour à eux, la Réunion, il est 15h30, donc c'est le café c'est du le midi. goûter. C'est le goûter. Voilà. Et donc à Paris et dans l'Hexagone, c'est le café du midi. Donc c'est aussi la magie de l'Internet et de la visio qui nous permet de relier comme ça plusieurs territoires plusieurs territoires effectivement de français. Et nous sommes très très ravis de vous avoir en nombre pour ces 3 quarts d'heure. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre Cossin, parce que Jean-Pierre, il y a encore des gens qui ne te connaissent pas. Alors, à mon avis, de Ça, moins en c'est pas moins. vrai. Oui, c'est de moins en moins, mais je vais quand même dire quelques mots sur toi, si tu le permets, parce que c'est avec Jean-Pierre qu'on a eu l'idée de faire ce café fiscal sur ce thème de l'examen de conformité fiscale, parce que en parlant ici ou là, on s'est rendu compte que finalement, les confrères réalisent très peu cette mission d'examen de conformité. Moi, à chaque fois que j'en parle autour de moi, on me dit qu'on n'ose pas y aller, c'est pas pour nous, on donne ça aux EGA et puis on se fait embêter par les EGA sur des questions qu'ils nous posent. Mais bref, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, cette mission, elle n'a pas pris. D'ailleurs, on parlait un petit peu des statistiques en début de ce webinaire et avec Jean-Pierre pour préparer ce webinaire. Et on estime à peu près à 200 000 le nombre d'ECF qui sont réalisés actuellement. Donc, on est très loin des objectifs que s'était fixé Bercy, ce qui d'ailleurs pourra poser un problème. Mais c'est Jean-Pierre Cossin qui, vous le savez, alors Jean-Pierre, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est conseiller maître honoraire à la Cour des comptes. Il est professeur à l'université de Paris 12. Il est également intervenant et formateur au CFPC, au Club Fiscal, où depuis de très nombreuses années, il anime donc des conférences, et notamment sur le sujet de l'examen de conformité fiscale. Jean-Pierre a conçu le support et anime régulièrement la formation donc, au CFPC. Alors, si ce café fiscal vous donne envie d'en savoir un peu plus, donc vous pouvez évidemment vous inscrire à ces séminaires que réalisent donc les IRF dans vos régions pour participer donc à mieux connaître le contour de cette mission. Alors, le support qui vous sera et que je vais commencer à projeter, comme je l'ai indiqué dans le chat, le support vous sera adressé juste après la fin du webinaire, donc ne vous faites pas de tracas, il vous parviendra. Si vous avez des questions, évidemment, à poser à Jean-Pierre et à moi-même, n'hésitez pas à les poser. Et puis moi, sans plus tarder, donc Jean-Pierre, je vais partager donc le document, le support que tu nous as préparé et je te passe donc volontiers la parole. On te remercie encore une fois, puisque Jean-Pierre, je le rappelle, est à Bordeaux en déplacement et qui prend sur sa pause déjeuner pour nous accompagner pour ce café.
Merci énormément, Mais professeur. À toi la parole. merci beaucoup, Abdullah. C'est très gentil de ta part de m'avoir invité pour cette présentation et ça ne me pèse pas du tout. Au contraire, de prendre un peu sur la pause déjeuner. Cette intervention, comme me l'a demandé Abdullah, c'est essayer, je vais essayer de le faire, de remettre le CF au centre de la réflexion des experts comptables, parce que pour moi, je dois le dire, il faut que vous le sachiez, j'y ai toujours cru et j'ai pensé que c'était une opportunité pour la profession, ce que je continue à penser. Il faut dans un premier temps noter que l'examen de conformité fiscale n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une mission nouvelle des experts comptables. Au fond, ce n'est pas parce qu'on appelle compte rendu une mission qu'on est en présence d'une mission. On est en présence d'une prestation de service rendue par des professionnels que sont des tiers indépendants, des tiers de confiance auprès des entreprises. Et moi, je voudrais cet après-midi me placer dans un cadre très simple des examens de conformité fiscale que les experts comptables peuvent faire ou devraient faire, à mon sens, sur les dossiers qu'ils tiennent, qu'ils ont en tenue ou en révision. Autrement dit, c'est un ECF sur des dossiers que l'on connaît et immédiatement, j'anticipe la critique que j'avais entendue à l'époque en disant, au fond, comme nous faisons tout bien, c'est inutile de faire un examen de conformité fiscale qui n'apporte rien de plus au client que ce qu'on lui a déjà apporté. En réalité, j'ai la faiblesse de penser que ça apporte beaucoup plus. Ça apporte beaucoup plus parce que l'objectif de cet examen de conformité fiscale, c'est de sécuriser l'entreprise d'un double point de vue. D'abord, du point de vue du contrôle fiscal, où on peut dire aujourd'hui, et je vais y revenir, qu'il y en aura beaucoup moins, peut-être même pas du tout, et du point de vue des contrôles, si par hasard il y en avait, où là, pour la première fois dans les réformes fiscales, payer un impôt dû en retard ne s'accompagne même pas d'intérêt de retard, puisqu'au fond, sur les points qui ont été visés par l'examen de conformité fiscale, à supposer qu'il y ait une rectification, eh bien, il n'y aurait ni pénalité ni intérêt de retard. Et puis, permettez-moi d'ajouter quelque chose, d'ajouter que cet examen de conformité fiscale, si on le conçoit bien, est aussi la sécurité du cabinet. La sécurité du cabinet, j'y reviendrai, parce qu'on est en train de regarder à travers un logiciel de CF, il y a les choses comme elles sont, eh bien, on est en train de regarder si on a bien appliqué le PCG quelque part, et chacun sait que dans la vie quotidienne, on ne fait pas toujours tout très bien. L'intérêt de l'ECF, c'est éventuellement de se poser la question de savoir si une irrégularité que je vais appeler formelle que l'on constaterait à cette occasion serait importante ou pas, et de savoir qu'elle existe et de savoir qu'elle ne peut avoir de conséquences réelles là-dessus. Et de ce point de vue, j'ai participé, je le dis, à la conception, enfin très indirectement, parce que ceux qui me connaissent savent très bien que mes compétences en matière informatique sont limitées. Simplement, j'ai essayé de contribuer dans la mesure du possible à la mise en place d'un logiciel d'analyse ECF qui soit adapté aux cabinets qui font des ECF sur les dossiers qu'ils connaissent. Et c'est la raison pour laquelle ils peuvent être plus rapides et ils peuvent être plus sécurisés. Donc, une double sécurité, le client et l'entreprise, d'autant plus que la sécurité du client exige de la part du professionnel que vous êtes de les informer de l'existence de cet examen de conformité fiscale, puisque c'est un régime protecteur. Donc, alors, cet examen de conformité fiscale, la sécurité juridique, je viens de vous le dire, c'est quand même arrivé à un moment où
il y avait la loi ESSOC qui était placée au moment où les commissaires aux comptes perdaient des mandats et où les organismes de gestion agréés subissaient des difficultés. Et donc, c'est un élément, un outil de sécurité fiscale complémentaire qui va permettre évidemment aux entreprises à échapper aux risques fiscaux que l'on dit les plus courants. Les risques fiscaux les plus courants, c'est pas très compliqué d'ailleurs à comprendre, on va les décliner tout à l'heure de manière exhaustive, mais les risques les plus courants, c'est quand même ce que l'administration fiscale rencontrait le plus couramment lorsqu'elle faisait un contrôle d'une entreprise qui était tenue par un service comptable de qualité. Donc, il y avait, et on retrouve ces éléments Alors, une dans question. un examen de conformité fiscale. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas de la fiscalité de haut niveau que l'on va regarder, mais au contraire, est-ce que j'ai bien appliqué le PCG et le Code général des impôts sur les cas les plus courts? Voilà Alors, ce que l'on peut dire. Alors, Jean-Pierre, une question qui me vient à l'esprit à ce stade, c'est les questions que nos clients nous posent. Est-ce qu'un examen de conformité fiscale nous prévienne d'un contrôle fiscal? Alors évidemment, il faut être honnête et répondre, mais je crois que le patron du contrôle fiscal à Bercy a quand même récemment déclaré quelque chose peut-être qu'il faut rappeler à nos confrères. oui, c'est tout à fait important depuis toujours. L'administration fiscale a mis en place un système qui n'a pas pour vocation, contrairement à ce que l'on pourrait croire, de faire du contrôle dans un but d'avoir des recettes fiscales. L'objectif de Bercy, et ça a été exprimé à de nombreuses reprises, c'est que les comptabilités des entreprises soient les mieux tenues possibles et les plus fiables possibles, et que, le terme a été utilisé, les fichiers des écritures comptables montent en gamme. Autrement dit, on supprime les petites difficultés qu'on a pu voir apparaître, du moins on les connaît et on les maîtrise à l'avenir. L'idée, c'est pas de la recette fiscale, l'idée, c'est une montée en gamme de la sécurité fiscale. Et le directeur Frédéric Yanucci a dit on peut évidemment pas écrire dans aucun document que les entreprises qui auraient fait l'objet d'un examen de conformité fiscale ne seraient pas contrôlées. Ce serait anticonstitutionnel et donc c'est strictement impossible. N'espérez jamais avoir cette information. Simplement, il a dit une chose qui a une importance pour moi presque aussi considérable. Il a dit à partir de 2023, c'est-à-dire l'année dernière, on ne met plus dans nos algorithmes de détermination des entreprises à contrôler celles qui ont fait l'objet d'un ECF avec dépôt du compte-rendu de mission dans lequel il aura été confirmé qu'il n'y avait pas d'anomalie. Ce qui veut dire, si on comprend à demi-mot, si je ne suis pas dans l'algorithme, je ne serai pas contrôlé dans le programme de contrôle fiscal. Maintenant, si on veut être tout à fait transparent, s'il apparaissait qu'une entreprise qui a fait l'objet d'un examen de conformité fiscale avait pas déclaré la totalité de ses recettes parce qu'à la suite de recouvrements extérieurs, l'administration aurait pu constater qu'elle avait acheté beaucoup trop de produits chez Point P pour avoir le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé. C'est un exemple, évidemment, que le contrôle fiscal pourrait exister, mais sur des cas tout à fait marginaux. Donc, on peut savoir ça. Alors, on va me répondre, on va dire, oui, mais déjà, ils n'étaient pas contrôlés, les entreprises, nos clients, ils n'étaient pas contrôlés beaucoup. D'abord, ils le sont un peu, et quand il l'était un peu, il y avait quand même un peu de redressement quand même. Donc, il ne faut pas dire que tout était aussi clair qu'on pouvait l'exprimer. Mais si ces entreprises n'étaient pas trop contrôlées ou étaient un peu contrôlées, c'est parce que vous aviez un filtre. Et le filtre, c'était les organismes de gestion agréés qui, elles, dans leur champ de compétences,
faisaient, entre guillemets, des ECF en réalité, sans vous le dire, et des ECF plus approfondis, puisqu'elles avaient l'EPS qui leur permettait de réclamer des documents. Et donc, la disparition ou le fait que bon nombre d'entreprises ne seront plus adhérentes des organismes de gestion, donc n'auront plus ce contrôle, ce filtre qui existait, sous le contrôle de Bercy d'ailleurs, eh bien, il est probable que ces entreprises vont faire l'objet de contrôles fiscaux plus nombreux. Alors vous me dites, oui, mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Aujourd'hui, vous avez quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit pour le contrôle, c'est que ces contrôles se font à partir d'un ordinateur, d'un logiciel qui regarde les fichiers des écritures comptables. Et donc, avant, il fallait venir sur place faire un contrôle, il fallait passer du temps. Aujourd'hui, un inspecteur des impôts dans un service des entreprises, il pourrait tous les matins envoyer 25 ou 30 Ouais. C'est ce qu'on appelle l'intelligence avis de… artificielle. C'est ce qu'on appelle l'intelligence Ah artificielle, oui, Jean-Pierre. Voilà, l'intelligence c'est ça. avec, Appliqué au contrôle. avec un envoi d'examen de contrôle fiscal, de comptabilité, de manière à se faire remettre les fichiers des écritures comptables qu'ils mettront dans le logiciel et l'intelligence artificielle trouvera et fera des rectifications. Et c'est ce mécanisme-là auquel on peut échapper, me semble-t-il, avec l'ECF, parce que ce sont les autres, et vous verrez que vous aurez de plus en plus de demandes de fichiers Alors, d'écriture comptable liés à cela. Et il y a donc, pour déjà, moi, ouais, il y a des, c'est une vraie garantie et de faire un ECF, et ça veut dire que comme j'offre une garantie à quelqu'un, il est assez naturel que ce quelqu'un me rémunère. Alors, Alors, je Jean-Pierre, vais si tout de tu suite permets, parler de… il y a des Oui, questions. Est-ce qu'on y répond maintenant ou tu préfères dérouler et puis oui, bien répondre sûr, après? il y a Parce des qu'il y a, questions, alors, allons-y. première question qui te dit, on dit qu'il y a 200 000 ECF, mais est-ce que c'est 200 000 croix? Non, il me semble que c'est 200 000 comptes rendus qui ont été envoyés, hein, qu'on parle de Oui, 200 000. enfin, Il y a plus de croix normalement, peut-être. il y Ouais, aura sans doute à peu près 200 000 comptes rendus en 2024 sur 2023. voilà. C'était 170 000, si ma mémoire est bonne, l'année dernière. Par Ouais. conséquent, on peut penser que ça augmente Mais progressivement. Du moins, moi, je l'observe hein, chez les oui, experts comptables. J'observe une montée en la masse. question qui est posée, c'est de savoir est-ce qu'il y a des croix et puis derrière, le compte rendu n'est pas envoyé. Donc, oui, je pense que ça peut exister Alors, dans aussi. ce cas, alors, quand on met une croix et que le compte rendu n'est pas envoyé, c'est comme si on n'avait pas mis de croix. Autrement dit, il faut avoir à l'esprit que le fait de mettre une croix et de ne pas envoyer le compte rendu, ça ne veut pas dire que le compte rendu aurait été mauvais et que l'administration de ce fait mettrait l'entreprise en contrôle fiscal. Ça a été exprimé là-dessus. De la même manière, si on a mis une croix, on a fait un compte rendu, mais qu'on n'a pas coché toutes les 10 points d'audit, eh bien, les points qui n'auraient pas été cochés sont considérés comme étant non conformes. Et là, la question se poserait pour un expert comptable à supposer que la situation se rencontre, je dirais mon sentiment dans quelques instants, eh bien, il vaut mieux ne pas déposer de compte rendu de mission plutôt qu'un compte rendu de mission qui serait partiel. Tout à fait, Donc oui, voilà. avec Voilà des pour la défaillances. deuxième. Alors, deuxième question, la troisième, on y répondra tout au long des 10 points parce que c'est sur les principales irrégularités, donc ça, on aura l'occasion d'y revenir. La deuxième question d'une consoeur qui te dit, est-ce qu'il faut faire finalement un ECF chaque année? Parce que si tu fais l'année N et qu'ensuite on ne fait pas N plus 1, donc du coup, finalement, sur l'année N plus 1, s'il y a un contrôle, bah, il y a des majorations. Donc effectivement, la protection apportée par l'examen. Mais est-ce que ça peut aussi, moi, je complète sa question Oui. à Anne, est-ce Alors que pour ça veut moi, je dire que pense, voilà. Qu'est-ce que tu en penses, justement? merci, je comprends le sens de la question de ce confrère, cette C'est le consoeur, consoeur, ouais. c'est de dire si j'en fais un que j'en fais plus, est-ce que ça va pas être un signe que c'est pas bien? Alors, moi, je pense que un examen de conformité fiscale, dès lors qu'on va entrer dans le système, je pense que vos clients vont l'accepter de manière permanente. Je pense que c'est une mission qu'il faut concevoir comme étant permanente. Par contre, si je l'ai fait une année et que je ne vais pas l'année suivante, ben l'année suivante, je ne suis pas couvert, mais c'est pas pour ça qu'on va considérer que c'est parce que le premier n'était pas bon qu'on n'a pas fait le second. D'accord. C'est clair. Alors là-dessus, je pense, quant à moi, qu'un jour ou l'autre, et dans un laps de temps pas trop éloigné, eh bien, le compte rendu de mission partira
en même temps que l'alias fiscal. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors, Donc, justement, c'est une question qui est posée. Est-ce que ça peut devenir obligatoire à l'avenir? Bon, tu y plus ou moins répondu. On mais va. ça là, je C'est un vais, spectateur anonyme qui m'exprimer pose la question, donc je ne à sais pas. titre personnel. Oui, Je pense, et j'ai testé souvent ça devant les experts comptables, si Bercy avait dit que le 30-30, le contrat d'une mission, appelé différemment, reprenant les 10 points qui sont visés, avait été un document obligatoire, ouais, tous les experts comptables l'auraient fait gratuitement. oui. Et donc, c'est Et pas c'est pas une bonne chose. totalement exclu Ouais. qu'un jour ou l'autre, on vous dise, bah, comme vous ne le faites pas parce que tout est bien, bah, vous allez l'écrire. Moi, Alors, je vais avoir un mot en tant que consommateur d'experts comptables, si je puis m'exprimer ainsi. Moi, dans l'examen de conformité fiscale, en tant que client, j'ai compris que l'ECF, c'était une garantie pour moi. Voilà, je l'ai compris. Et normalement, si l'information était correctement donnée, eh bien, c'est le client qui l'exigerait de l'expert comptable, qui l'exigerait de l'expert comptable, alors, et qui lui permettrait d'avoir une certitude sur les 10 points qui sont de l'audit et d'être tranquille au regard de l'administration fiscale et d'avoir une certitude. Si c'était moi qui demandais l'examen de conformité fiscale à mon expert comptable, qu'il me demande une petite rémunération, eh bien, c'est bien naturel. Je crois même, à titre personnel, je vous le dis, euh, la rémunération qui est attachée à ces examens de conformité fiscale, compte tenu de l'approche qui en a été faite à l'origine, n'est pas suffisante par rapport à la prestation que l'on rend. Si on prenait un prestataire extérieur qui venait dire à une entreprise, je vous fais un papier, je vous dis que la comptabilité est correctement tenue, je vous dis que le logiciel expert comptable est conforme, qu'il applique bien le PCG, que le régime fiscal est bien appliqué, que les amortissements sont bien déterminés, les provisions, etc., et que le TVA est bien payé. Et je vous donne un papier pour dire ça. Si je suis un tiers extérieur, c'est pas 500 euros ou 200 euros que je demande, c'est beaucoup plus. d'accord. C'est beaucoup plus. Voilà. Et En donc, fait, la question que pose tu as commencé à rentrer dans le. les 10 points, Jean-Pierre, et je suis obligé, je t'avais dit, hein, je suis un peu le garant du temps. Et donc, comme on a déjà effectivement bien largement entamé le crédit de 45 minutes, ce que je te propose, alors il y a beaucoup de questions, mais on y répondra si on a un peu de temps à la fin. Je te propose d'attaquer peut-être les 10 points. Alors, j'ai avancé un petit peu dans ton support et je suis Oui, maintenant mais c'est sur bien. le point. C'est bien. C'est Alors, bien. on peut peut-être finalement entrer dans Mais les 10 points. Alors, sauf si tu avais peut-être à oui, rajouter oui. quelques éléments avant de commencer. Je vais commencer par dire quoi? Ouais. Je vais commencer par dire que l'examen de conformité fiscale que les experts comptables vont faire, c'est en fait un logiciel qui va réaliser et remplir le 30-30. Autrement dit, il ne faut pas avoir à l'esprit qu'après avoir déposé l'alias, on retourne sur l'alias pour savoir si ce qu'on a fait était bien. L'examen de conformité fiscale, dans les cas que j'évoque, c'est la confirmation que ce que j'ai fait était bien. Pour les experts comptables, il y a quelque chose d'important dans ces 10 points, et j'y arrive, Abdullah. Ce sont les deux premiers points. Ce sont les points euh, qui traitent du fichier des écritures comptables. Parce que ces deux premiers points, c'est dire quoi? C'est dire le cabinet a bien fait son travail. Et j'ai la certitude que le cabinet a bien fait son travail et je dis que le travail est bien fait. En disant quoi? En disant que moi, eh bien, je dispose d'un fichier des écritures comptables qui est conforme au format que l'administration fiscale me demande. Il n'y a pas de doute qu'il le soit, mais c'est le point central. Souvenez-vous, dans le passé, quand on remettait le FEC sur place au vérificateur et qu'on le faisait tourner, dans l'ordinateur, le stress que l'on avait pour savoir si c'était bien. Eh bien, Ouais. là, dans le premier point, c'est j'ai un FEC qui est susceptible d'être lu par l'administration parce qu'il est conforme. C'est exactement la première réponse que le vérificateur vous donnait quand il était sur place. Et puis, et donc, c'est très simple.
Vous pourriez le faire, on devrait le faire chaque fois avec test compta des maths, mais le logiciel, n'importe lequel, le traite en même temps. Donc, vous allez avoir sans aucune difficulté une conformité de du format de votre FEC. Et puis le point numéro 2, c'est est-ce que moi, expert comptable, j'ai bien appliqué le PCG? Est-ce que j'ai bien appliqué tout ce que le PCG exige de moi de manière à ce qu'on puisse considérer que la comptabilité sur laquelle reposent les déclarations est une comptabilité qui a une valeur probante. Parce que si je suis contrôlé et que ma comptabilité n'a pas de valeur probante, il faut la rejeter. Or, c'est ça qui me semble très important de votre point de vue. Pour regarder. Quand vous allez faire passer votre FEC dans un logiciel d'analyse ECF, vous allez constater, tout le monde va constater, qu'il y a un certain nombre de petites irrégularités comptables, mais ces irrégularités comptables, les dates de facture, etc., un certain nombre de comptes, eh bien, ces irrégularités comptables, il faudrait être capable éventuellement de les analyser au regard de ce que je viens de dire. C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont de nature, est-ce qu'elles seraient de nature, si l'administration venait me contrôler, à remettre en cause la comptabilité, à considérer qu'elle n'a pas de valeur probante. C'est la raison pour laquelle, quand vous utilisez un logiciel de CF, eh bien, on vous dit que vous pouvez, quand on constate une anomalie, débloquer l'anomalie parce qu'elle n'est pas très importante et qu'elle n'est pas de nature à bloquer le système et à déboucher sur une non-conformité. Pour vous qui êtes expert comptable, sur vos propres dossiers, il n'est pas pensable que vous ayez des contrats de mission qui ne soient pas conformes. Il faut avoir ça déjà à l'esprit. Donc, les deux premiers sujets, c'est je me sécurise en tant que cabinet d'expertise comptable, ma comptabilité est régulière et probante et je ne risque rien si l'administration venait parce qu'elle utiliserait le même document, le même outil que le mien et elle arriverait à la même conclusion. Maintenant, si je constate quelques petites anomalies, eh bien, je dirai à mes collaborateurs, je regarderai l'année prochaine comment y remédier. C'est dans ce sens que le FEC va augmenter en qualité au fur et à mesure du temps. Juste mon Ensuite, expérience, ouais, juste mon expérience du chèque, Jean-Pierre, parce qu'on en a fait quelques-uns d'examen de conformité fiscale au cabinet, c'est que dans la plupart du temps, les anomalies qui ressortent de l'examen du FEC et le fait de le faire tourner là, sur le simulateur d'administration, ce sont des anomalies qui sont non bloquantes et qu'on peut régler. Il y a 90-95% de cas, ça se règle. Donc, je te rejoins en cela. La qualité de nos FEC n'a rien à redire. Et je pense que sur les deux premiers points, en tout cas en tant qu'expert comptable, nous n'avons pas à rougir de la qualité de la tenue de nos dossiers. Donc là-dessus, point 1, point exactement, 2, tu as je raison. crois que là-dessus, c'est bien. D'ailleurs, il y a eu une enquête qui a été menée l'année dernière dans la Hmm. revue fiduciaire où D'accord? ils ont noté les différentes anomalies qu'on pouvait Ben, c'est une rencontrer sur ces question. points de détail Voilà, et voilà, qui n'étaient pas de nature à remettre en cause la comptabilité. tout à fait. Alors, le point 3, c'est, là, ça pose parfois des problèmes, c'est le gel de caisse. Mais bon, il faut avoir le Alors papier. là, c'est très simple. Voilà. C'est très simple. Dès l'instant qu'une entreprise dispose d'un logiciel de caisse, mais elles n'en ont pas tous. D'abord, le logiciel de caisse, c'est une obligation de certification que celui-ci ne soit pas permissif, qui ne s'adresse qu'aux entreprises, qui s'adressent elles-mêmes à des non-assujettis. Eh bien, si vous savez que votre client a un logiciel de caisse, d'ailleurs vous le savez nécessairement puisque vous tenez sa comptabilité, vous l'avez révisé, eh bien il faut juste que vous ayez la certitude que ce logiciel soit conforme, c'est-à-dire que vous disposiez du certificat qu'il a demandé. Et donc, vous lui demandez le certificat. Là, on ne peut pas mentir. On ne peut pas dire, dans un ECF, si on est expert comptable, on ne peut pas dire le certificat, il existe, il n'existe pas. Parce que si par hasard, l'administration avait certitude que ce certificat n'existait pas et qu'il y avait un contrôle, là, quand même, ce ne serait pas très bien pour le professionnel que vous êtes. Donc ça, c'est juste une question de solliciter un document que le logiciel est certifié conforme à ce que demande l'administration. Il n'est pas permissif. Et la quatrième question,
Le quatrième point, c'est un point qui fait beaucoup de discussion dans votre profession, Ouais, c'est les de dire au archives. fond les archives. Alors, sur les archives, ben, les documents comptables, ils sont passés entre vos mains. Donc, normalement, vous savez qu'ils existent. C'est pas parce que, alors, d'autant plus que cette affaire du respect des règles de conservation des documents, quand on le regarde de près, on se demande à quoi elle sert vraiment. Parce que sur le plan concret, si je dis que les archives sont bien conservées, mais que si j'étais contrôlé, je ne peux pas apporter la pièce justificative d'une opération, c'est pas parce que j'ai fait ça que la pièce justificative sera présentée. Donc ça veut dire que je serai redressé. Et à l'inverse, si les archives sont pas bien faites, mais qu'on me demande la pièce et que je l'ai, il n'y a pas de conséquence. Donc au fond, cette question, elle me perturbe toujours un petit peu dès lors que je me dis quelle est la conséquence concrète de cette affaire. Donc, comme vous avez fait ça, souvent les experts comptables disent on a fait une photo, on a demandé un certificat au client qui a ses archives. D'ailleurs, c'est une obligation de conseil de leur dire de conserver les archives, puisque c'est une obligation du Code de commerce et du livre de procédure fiscale. Donc, quand on dit cela, on ne fait rien de plus que de remplir sa Ouais. mission de conseil. Et le, Simplement, dé- on l'a ouais. Et le délai de dans. conservation, c'est 6 ans, hein. Donc, il faut bien rappeler que c'est de 6 ans, effectivement, là, dont Oui. on parle en matière de prescription. C'est ce que moi, Ah, quelqu'un ça peut d'habitude, être beaucoup plus long sur le plan fiscal parce que, alors pour les là, c'est amortissements et l'affaire pour des les IMO. déficits. Oui. Ah Si oui, les vous avez déficits. des déficits qui sont très anciens, eh D'accord. bien, on peut vous demander C'est des vrai que c'est oui. justifications de Mais, l'origine des déficits. Mais mais, bon, mais bon, dans le c'est cas général, c'est 6 ans. Je pense que c'est bien. Il faut rassurer oui, nos confrères parce que sinon, là, tu vas les perdre. voilà, c'est Bon, 6 ans. Oui, de ouais. toute façon, Allez, s'ils sont le point ans. 5, le point 5, c'est valider. Alors ça, euh, le point 5, j'ai c'est très important, j'ai une me anecdote là-dessus. semble-t-il. Après, je te la raconterai. J'ai une anecdote là-dessus, je te la raconterai. Mais je préfère. Pardon? J'ai une anecdote là-dessus, je te la raconterai, mais je préfère te laisser Ah dérouler ton ben point si 5. tu, Donc, non, je pense que c'est très important ouais. de temps en temps de bien vérifier que le régime fiscal sur lequel repose la déclaration de résultat est le bon régime fiscal qui devait s'appliquer. C'est là qu'on peut constater que des options ne sont pas bien faites. C'est là qu'on peut constater qu'on n'a pas bien appliqué les chiffres d'affaires en matière de micro, en matière de règles simplifiées. C'est là qu'on a pu ne pas bien comprendre la question de la franchise de TVA. Donc cette question, normalement, pour la quasi-totalité des dossiers, la réponse, c'est bien, j'ai bien déposé la déclaration qui correspond au bon régime fiscal. Dans la quasi-totalité des cas, il n'y a pas de problème. Mais il peut arriver qu'il y ait à un moment ou à un autre la révélation qu'on s'est trompé. Alors ça, c'est plus ennuyeux parce que si on s'est trompé, c'est un peu nous qui nous sommes trompés. Alors, vaut mieux, à mon avis, le savoir, l'anticiper, regarder comment éventuellement cette question peut se régulariser, plutôt que d'attendre un contrôle fiscal qui serait amené à vous dire votre déclaration n'est pas bonne, il faut faire et en déposer une autre, sinon sans taxation d'office. Ouais. Mais tu as une anecdote. Ah oui, l'anecdote, en fait, c'était, on en avait souvent parlé sur ces questions-là. J'étais chez un client où on s'est aperçu que finalement, alors je suis commissaire aux comptes, et on s'est aperçu que l'intégration fiscale n'était pas bonne puisque la société mère était détenue à plus de 95% par une autre société soumise à l'IS. Le confrère ne s'en était pas rendu compte. Et donc voilà aussi un exemple, par exemple, criant d'une méconnaissance et d'une mauvaise application d'un régime fiscal. Là, c'était en l'occurrence l'intégration fiscale. Et donc, ben, on a sensibilisé les dirigeants donc, sur cette question-là. Voilà. J'ai une autre question en magasin. Il y en a plein, je suis désolé, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais les questions là auxquelles j'ai été confronté. Par exemple, il y a une consoeur qui nous dit si je suis commissaire aux comptes, comment je fais? Parce que je ne peux pas effectivement déposer pour le compte du client en raison donc, des contraintes qui posent son activité, de notre code de déontologie. En tant que commissaire aux comptes, on ne peut pas adresser donc, le compte rendu par EDI, c'est-à-dire par Conforme Expert. Moi, j'utilise la plateforme de l'ordre Conforme Expert et je vous la recommande parce que c'est fait par ECMA, c'est très bien fait. En 1 heure, si on connaît le dossier, on peut réaliser le compte rendu, je vous le dis, parce que
on l'a déjà testé. Alors, ce qu'on peut imaginer, parce qu'on a été confronté au même problème, c'est que normalement, le client devrait le déposer. Mais lorsque, en l'occurrence, le client a appelé le centre des impôts, on lui a dit que c'était pas possible et qu'il fallait absolument l'envoyer par UDI. À ce moment-là, le client peut nous faire une attestation, une autorisation express ad hoc pour qu'on puisse nous télédéclarer donc ce compte rendu de mission. On lui aura d'abord, bien sûr, remis, qu'il aura quelque part validé et que le commissaire aux comptes va transmettre s'il utilise conforme expert. C'est une solution parce que sinon, je n'en vois pas, alors que la loi prévoit bien que l'avocat, l'expert comptable et le commissaire aux comptes peuvent faire cette mission. Mais là, concrètement, on a un souci technique. Et donc, je réponds à la question qui a été posée sur le chat là-dessus. Sur le logiciel de caisse, est-ce qu'il faut un certificat chaque année? Ben, si le logiciel n'a pas changé et que la réglementation n'a pas changé, je pense qu'on peut se contenter d'avoir l'attestation donc en vigueur dans nos dossiers, ça suffit, voilà. Et comme le temps avance, Jean-Pierre, je suis désolé, on va passer donc au point 6, pardon, au point 6, on parle maintenant des Le amortissements. point 6, c'est très simple, hein. Le point 6, c'est les amortissements d'entreprendre fiscal. Allons à l'essentiel, hein. Vous avez constaté vos amortissements lors de l'alias et il n'y a pas de raison que vous soyez trompé lorsque vous l'avez fait. Par conséquent, le logiciel va reprendre le montant des IMO, le montant des amortissements et vous aurez conformité. Pour moi, sur cette question, il n'y a aucun sujet particulier de reprise Là, pareil, là aussi. différentiel. Alors, Ouais, ce que ouais. vous dit l'administration, c'est regardons la base. La base, c'est quand il y a une construction, normalement, il y a un terrain. Donc, ça, et puis, est-ce qu'on a bien appliqué du lunaire ou pas du dégressif quand c'est pas possible? Mais toutes ces questions, normalement, elles ont été vues en amont de l'ECF. Et d'un certain point de vue, c'est ça qui pourrait éventuellement gêner certains de vos confrères, c'est de se dire, en faisant le self, je m'aperçois de mes erreurs. Qu'est-ce que je vais faire? Évidemment, ben, je vais essayer de les régulariser. Au moins, ben, on verra bien tout de suite ou l'année prochaine. Mais ouais, c'est ça la question. Au fond, pour moi, il n'y a pas de problème. Les amortissements ont été correctement calculés parce que c'est moi qui ai fait le dossier. Donc, c'est bon. Ouais. Il en va de même. Ouais, Alors, les seuls points sur lesquels on peut peut-être choper, c'est dernièrement, j'ai vu ça sur un immeuble qui avait été acheté, on avait oublié d'allouer le terrain, en tout cas de séparer le terrain, on avait tout amorti. Donc bon, ça c'est des petites choses par manque d'attention et par erreur que les confrères peuvent commettre. Donc effectivement, rien de bien grave, mais voilà, sur l'amortissement, en général, quand c'est tenu c'est par le pas grave, mais cabinet. là, on n'a pas besoin de CF pour constater que Oui, si on a exactement, acquis un immeuble, il y a un terrain. exactement. Ça Oui, arrive quelquefois. voilà. Et il est bon de rappeler que l'administration ne dit pas que vous devez apprécier la valeur respective du terrain et de la construction. Mm. Elle dit simplement vérifier qu'il y a un terrain sous la construction. D'accord, voilà. Et vous ne portez pas appréciation sur la valeur. Donc, vous Mm. voyez que c'est quand même pas dramatique. Donc, Alors, ensuite, vous point avez 6, je crois. évidemment, pour les amortissements, il y a les règles habituelles, mais moi, en trois quarts d'heure, on est obligé d'aller vite. Ouais. Mais Les ensuite, vous pro- avez ouais. la question, là, je me permets de la souligner parce que la question, c'est la question des provisions. Provision, ouais. La question des provisions, chacun sait qu'en cas de contrôle fiscal, c'est la question la plus délicate, la plus Mm. conflictuelle entre l'administration fiscale et l'entreprise. Et donc, d'ailleurs, l'administration avait eu du mal à mettre, c'est le dernier des 10 points qu'elle a intégré dans le CF, parce qu'elle s'est dit, c'est là que je fais des rectifications. Or, quand vous avez, avec votre client, déterminé que la provision devait être constituée et que son montant était correctement constitué, ben, de fait, vous avez répondu aux questions que vous devez conforter, confirmer dans le contrôle rendu de mission. Donc, je ne vois pas comment on peut, dans le compte d'admission, dire ce qu'on a fait dans l'alias est pas bien. Alors, par contre, sachant qu'on va faire un ECF, on se doit peut-être d'être un peu plus rigoureux éventuellement sur les justifications apportées sur le principe et le montant de la provision. Je répondrai oui à cette question. Mm. Que ça nous empêcherait, ce que j'appellerais, de faire des provisions de pure opportunité,
Alors là, peut-être que ça pourrait être une opportunité fiscale. Ça veut dire que je n'ai pas grand-chose à dire en cas de contrôle, à supposer que ça puisse exister. Là, je vous accorde que dans ce cas particulier, peut-être, il conviendrait d'abord de ne pas faire ce que je viens de dire, mais puisque ça a été fait, ça a été fait. Et dans ce cas, peut-être que je ne ferai pas de CF, parce que si je n'ai rien à apporter à l'administration en cas de contrôle, ce ne serait pas quand même très réaliste de conforter que ce que l'on a fait, c'était bien, alors que je ne peux pas avoir un embryon de justification. Donc pour moi, et c'est ça la question des experts comptables, l'art pratique, c'est la provision, ben, on essaie d'appliquer autant que faire se peut le PCG, il n'est pas beaucoup plus clair que le CGI, et les situations factuelles, eh bien, ne sont pas non plus toujours très claires. Les experts comptables n'ont pas tous la même approche de la provision, les commissaires aux comptes, c'est pire encore. Et donc là, on est dans un sujet important. Or, quand il y aura débat, s'il y avait débat sur les provisions, puisqu'il y a eu un ECF et qu'un professionnel a dit que c'était bien, eh bien, il est probable que ça aura un impact assez important en cas de contrôle. Un, il n'y aura peut-être pas de rectification, et deux, probablement que le tribunal administratif, à terme, tiendra compte du fait qu'un professionnel a validé les provisions au moment où celles-ci ont été faites. Après avoir fait les provisions, vous C'est avez ça va le payer. point suivant qui sont les charges à payer, leur traitement fiscal, disons les choses simplement. Les charges à payer, c'est est-ce que ce qui est à payer sera payé? Donc, est-ce que ce ne sont pas des charges qui ne sont pas des charges pareilles? On raisonne comme un vérificateur, mais comme vous l'avez fait vous aussi, eh bien, vous connaissez la charge et vous savez qu'elle est à payer. Vous allez constater qu'elle aura été. Ah, une charge à payer qui ne serait jamais payée, on pourrait s'interroger pour savoir si c'était. L'idée qu'on a dans ce point numéro 8, c'est effectivement de ne pas constater qu'on a pris des charges qui n'en étaient pas vraiment. On ne vient pas vérifier que vous n'avez pas appliqué le bon compte, on vient juste vérifier que ce qui a été déduit était bien déductible. Il D'accord. en va de même d'ailleurs Alors, des charges Jean-Pierre, exceptionnelles. ouais, là-dessus, Jean-Pierre, sur les charges à payer, je suis dans un groupe de sociétés, je vois dans le compte créditeur de la société mère ou d'une société de groupe des sommes qui sont là depuis plusieurs années. Ce sont des dettes sont pas, qui sont là. Est-ce que on doit se prononcer sur, je dirais, la pertinence de ces dettes, sur leur réalité ou pas? Ou c'est pas l'objet de la question 8 du point 8? Ça, alors là, c'est un vrai sujet en soi, il faut Bon, une heure. ok, bon, ok, Parce bah, allez, que on n'a pas la une heure. charge à payer, Ouais. non, mais c'est très important. Là, on est obligé de dire le classique, mais une charge à payer qui ne serait pas à payer, à quelle date elle ne l'était pas? D'accord. Et donc, la question a été posée de savoir si elle n'est pas à payer au 31 décembre 2023, mais qu'elle ne l'a jamais été, qu'elle figure depuis 3 ans en charge à payer, et que normalement, on l'a passée en compta en 2021. C'est à quelle date on devrait faire la rectification? C'est pas en 2023, c'est en 2021. Et si la charge à payer était constatée au cours d'un exercice prescrit, ce serait une reprise au titre d'exercice non prescrit. Ça, l'administration le dit entre guillemets pour ceux qui l'écoutent, mais n'a jamais été écrit nulle part, parce que sur la question de la prescription, sur la question de la date de rattachement des irrégularités fiscales, le CF ne porte pas de régime dérogatoire. C'est ce que souhaitaient éventuellement les professionnels, et ils auraient eu raison. Je pense que Bercy aurait eu raison de vous écouter, mais Bercy dit, avant d'améliorer le dispositif, faites qu'il marche bien, sans quoi il n'y a pas de temps. Mais ça, c'est une vraie question, c'est la date. Ensuite, Alors, eh bien, c'est les service charges exceptionnel. exceptionnelles, Oui. qu'elles soient exceptionnelles ou pas exceptionnelles. La question fiscale, si elles sont déductibles ou pas déductibles, hein, ce n'est pas une vérification de la bonne qualification. D'ailleurs, on vous dit qu'il faut les rechercher un peu partout. Et Alors, de puis, toute le dernier façon, point, c'est un point qui disparaîtra normalement avec le nouveau règlement qui entre oui, en parce que, vigueur l'année voilà, prochaine, l'ANC 2022-06. Je rappelle aux confrères et aux consoeurs que normalement, le résultat exceptionnel va se réduire comme peau de chagrin, puisque, a priori, l'année prochaine,
ne figurant dans cette rubrique que les opérations inhabituelles et majeures. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que, à mon avis, c'est un point neuf là qui sera appelé à disparaître. Et le dernier point, c'est la TVA, Jean-Pierre. Et puis il y a beaucoup de Alors, le questions. dernier Il y a point de beaucoup la de questions. TVA, Ouais. c'est très important parce que c'est ce que vous faites systématiquement. Mm. Au fond, quand vous faites le cadrage de TVA, parce que je suppose que tantôt les cabinets, avant de déposer l'alias, on fait le cadrage de TVA pour voir ce qu'il y a bas, etc. Quand on a fait le cadrage, on a respecté les règles d'éligibilité de TVA. Quand est-ce que j'ai pas payé trop tard? Est-ce que j'ai tout payé? Est-ce que j'ai pas payé trop tard? Est-ce que j'ai pas récupéré trop tôt? Voilà, Mm. alors, est-ce que j'ai pas trop récupéré ou trop tôt? C'est ça le cadrage de TVA. C'est ce qu'on vous demande de faire. Est-ce que j'ai bien respecté les règles d'éligibilité, c'est-à-dire j'ai payé au bon moment et j'ai récupéré au bon moment? On ne vous pose pas la question de savoir si la TVA, s'il y avait une TVA qui n'était pas récupérable sur tel ou tel bien, ce qui pourrait arriver, imaginons que vous ayez récupéré de la TVA sur des cadeaux, ben, c'est le CF n'a pas à le souligner, c'est pas dans le cadrage. Hein, simplement, quand on a passé l'écriture en tant qu'expert comptable, on sait que normalement, c'est pas récupérable. Mais vous voyez que la question de l'ECF, les 10 points qu'on vient de voir, eh bien, ce sont des positions simples sur des critères simples. On n'est pas en train de dire la TVA n'était pas récupérable, on n'est pas en train de dire la charge n'était pas déductible. Ça, c'est l'expert comptable qui fait bien son métier en amont. Quand on fait l'ECF, c'est juste ces 10 points qu'il convient de valider et de dire qu'ils sont conformes dans le cas d'un compte rendu de mission qu'on remet au plus tard le 31 octobre ou dans les 6 mois de la déclaration si l'exercice n'est pas clos au 31 décembre. Voilà. Et on peut dire qu'on le fait quand on veut, cet ECF. On peut le faire au moment de l'alias, on peut le faire dans les 6 mois qui suivent. C'est pas parce qu'on vous donne 6 mois qu'on va retourner dans l'entreprise pour faire des contrôles supplémentaires. C'est pour ceux qui n'auraient pas la comptabilité et qui feraient un ECF. Là, ils vont faire une mission. Imaginons que moi, je fasse un ECF sur un dossier détenu par HAL, eh bien là, que je ne connais pas, je connais HAL, mais pas son dossier. Donc là, je vais passer du temps après la clôture de l'exercice. Mais quand on est l'expert comptable qui tient ou qui révise, eh bien, les questions qu'on évoque, elles sont de fait validées. Alors, dans le compte rendu de mission, on doit mettre des croix dans les cases pour dire que c'est conforme. Vos comptes rendus de mission seront nécessairement conformes, hein, et il faudra que tous les points soient traités. S'il en manquait un, je dis tout à l'heure, c'est comme si c'était non conforme. Donc, dans ce cas, il vaut Alors, mieux ne pas déposer le compte rendu de est-ce mission. que stratégiquement, on fait l'examen, le compte-rendu de la folie d'alias fiscale, où on en avait parlé une fois avec toi, Jean-Pierre, et tu me disais, bon, il faut peut-être attendre quelques mois, et moi je le fais faire, en général on le fait en septembre au cabinet, on laisse passer la période estivale, on le fait en septembre, de façon à se dire, on a fait l'alias fiscale au mois de mai, elle a été transmise, et puis après on a mis quelques temps à faire le travail sérieusement, et on a envoyé le compte-rendu en mois de septembre. Est-ce que c'est pas plutôt le conseil qu'on aurait donné à ceux qui nous écoutent, ou tu dis aujourd'hui, Oui, non, moi je suis là, certains l'ont dit, moi-même je l'ai dit, je dis ouais. bon, on peut gagner une année parce que la prescription fiscale, mais si on raisonne bien et qu'on croit à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que normalement ces entreprises ne vont pas faire l'objet de contrôles fiscaux parce qu'ils auront fait l'objet d'un ECF, eh bien la prescription en réalité n'a pas beaucoup de sens. C'est pourquoi je n'ai pas à critiquer votre ordre, c'est pas mon rôle, mais quand on dit je veux que 2 ans au lieu de 3, c'est ne pas faire confiance en réalité au principe de base, c'est que normalement, c'est pas 2 ni 3, c'est pas du tout en définitive que de prescription. Mais ça peut être un élément vendable. Alors pour vendre le CF, il faut pas le vendre trop cher. Alors, justement, Et c'était une question qui a été je posée, le me prix. souviens Le prix. comment. C'est une question Ah qui a ben été moi, je posée, sais le pas. prix. Alors, C'est pas moi qui puis me permettre de donner le prix. Simplement, pour vendre, pour ceux qui veulent, d'abord, pour vendre un ECF, il faut mettre une croix dans une case. Si on ne l'a pas mise, on peut faire une déclaration rectificative pour mettre la croix dans la case et faire le CF. Ça, c'est deuxièmement. Sur la question des entreprises, est-ce que ces entreprises en veulent?
Eh bien, il y a une présentation assez habile qu'un de vos confrères m'a livrée un jour. Il a dit, moi, je propose le CF, je dis, voilà ce qui existe. Je raconte l'histoire telle que moi je viens de le raconter simplement en 5 ou 10 minutes. Mhm. Et je dis, je suis obligé de vous la raconter parce que c'est mon obligation de conseil, c'est une mission, enfin plutôt une prestation qui va vous permettre d'être moins contrôlé. Maintenant, vous n'êtes pas obligé. Mais pour mon dossier à moi, expert comptable, si vous en voulez pas, eh bien, vous me l'écrivez. Eh Mhm. bien, ils me disent, c'est rare qu'ils écrivent. Voilà, c'était une petite information pour faire un petit peu de chiffre d'affaires Ouais. supplémentaire. C'est vrai que si on explique bien aux clients, eh bien, ils savent qu'ils ont un intérêt à, pour une somme modique. D'ailleurs, ils payaient bien le centre de gestion avant, Mhm. hein, et Alors, alors alors aujourd'hui, après, évidemment, ouais, il y a ceux qui pensent qu'on peut le faire par les centres de gestion, il y a ceux qui le voilà. pensent eux-mêmes. Ça, c'est une question sur laquelle, là aussi, je ne veux pas intervenir, même si je dois dire que j'aimerais pas qu'on regarde ce que j'ai fait comme travail. Mais ça, c'est une autre affaire. Vous étiez habitué à envoyer vos FEC au Mhm. centre de gestion, à l'association de gestion. Par conséquent, il y en a qui le font. C'est pas plus mal. Ça dépend de ce que euh, quelle relation vous avez avec la clientèle. Mhm. Hein, ceux qui disent ça, Mais ils disent on est plus conseil. Si on se présente conseil et contrôleur, ils vont plus comprendre. Donc, vaut mieux qu'ils disent que ce soit le centre de gestion qui va le faire. Ça, c'est chacun d'entre eux à le faire. En ce qui me concerne, je dois vous dire que je pense que votre profession dispose d'un outil intéressant, utile pour elle et pour l'entreprise, et que si un jour ce système ne marchait pas, sur la base du volontariat, la question a été posée tout à l'heure, eh bien, il n'est pas exclu que cette prestation, enfin, ce compte rendu de mission entre dans les documents fiscaux obligatoires, et donc c'est terminé, et on pourrait l'imaginer, et donc ce serait mieux que vous puissiez gagner un peu d'argent mhm. sur cette prestation particulière qui, comme on l'a vu, n'est pas très longue. Moi, je le vois faire. On peut passer sur Une un heure, dossier une de cette connue, une heure à peu près. 20 minutes, 20 minutes, Bon, allez, quand on tu es connaît le optimiste. système. Voilà. Alors, ben, moi, je l'ai vu faire avec un collaborateur qui ne connaissait pas le système. Le premier ECF qu'il a fait, j'ai un petit dossier, très petit dossier qu'il avait, il est passé en 22 minutes, montre en Ouais, main. ouais, ouais. Alors, Évidemment, tout était conforme, hein, alors, évidemment. c'est vrai que la vraie question qu'on se pose, c'est de savoir, il y a aujourd'hui des centres de gestion qui, pour un abonnement, pour une adhésion donc de 400-500 euros par an, proposent en même temps dans leur service l'examen de conformité fiscale. Donc, on peut se dire, on a comme ça, là, un étalon du marché qui nous dit que ça vaudrait entre 400-500 euros. Moi, je dis déjà moins, moi, je ne le fais pas à titre personnel et je serais plus entre 600 voire 2000 euros. On a fait aussi des examens à plus, à 5000 euros. Alors, ça concernait plus. Et alors, je réponds à une question qui a été posée sur le chat. Est-ce que le CF, c'est uniquement pour les TPE, les très petites entreprises, ou alors ça Ah peut, non, pour tout le monde. pour les PME, pour les Vous ETI, etc. pourriez, Donc, voilà, au contraire. vous pourriez éventuellement rechercher une activité d'ECF auprès des tiers. Hmm. Voilà. Je vais vous raconter une dernière anecdote compte tenu de l'heure. La première année où j'ai présenté cela avec les supports du CFPC que j'avais conçu, il y avait un jeune expert comptable d'une quarantaine d'années qui a bien compris le système, qui a compris l'utilité qu'il pouvait, enfin du moins l'intérêt qu'il pouvait en tirer. Et puis il est parti. Et 2 ans plus tard, il revient pour actualiser ses connaissances en ECF. Et je le retrouve et on repart. Et là, il me dit, Monsieur Cossin, je ne vous remercierai jamais assez. J'ai fait du démarchage de CF avec un questionnaire d'une grande habileté. Il faut dire les choses qu'il avait. Bon, ça, c'était un commerçant, expert comptable, hein. Il m'a dit, il m'a fait gagner 150 000 euros. Voilà. Mais il avait un questionnaire tel qu'à la fin du questionnaire, eh bien, les prospects, comme il les appelait, ne pouvaient que dire oui.
Ça, c'est du business, ça. C'est autre chose, mais pour faire des choses qui sont à la portée de chacun d'entre vous. Et quand c'est sur vos dossiers, on peut même aller un peu en deçà de ce que vous proposez. Mais ça, c'est votre question. Il faut tenir compte des capacités contributives du client. Je Tout à crois fait. que, en toute chose, c'est la clé. Alors, Jean-Pierre, merci. Beaucoup de De questions, rien, je te évidemment, laisse, mais je le te laisse temps conclure. presse et il faut qu'on arrête. Il est pratiquement 13h25 à Paris. Écoute, merci beaucoup pour cet échange. J'espère que d'abord ceux qui se sont inscrits, qui sont restés jusqu'à la fin, ont apprécié les éclaircissements que tu nous as apportés et que sortant de ce webinaire, on va faire comme le confrère, on va essayer d'aller chercher les clients pour lesquels on peut faire cet examen de conformité fiscale. En ce qui me concerne, au cabinet, on en fait une trentaine par an sur différents types de clients et j'essaie de garder ce volume. Alors, c'est vrai que j'ai un groupe qui me confie déjà une quinzaine de CF et donc j'ai 15 CF par ailleurs. C'est pas toujours facile à vendre, mais si on y met les moyens et l'envie, on peut y arriver. Donc, merci en tout cas à vous tous d'être restés. Pour le support, on va vous le faire parvenir. Et comme c'était marqué sur la dernière diapositive, n'hésitez pas pour nous soutenir à adhérer et puis surtout à rejoindre la commission fiscale de CF. Et au nom de cette commission fiscale, je vous souhaite une très bonne fin de journée quand on est à La Réunion, une bonne après-midi quand on est à Paris et puis dans l'Hexagone, et puis une bonne journée quand on est aux Antilles. Jean-Pierre, à très très bientôt pour un autre À bientôt, épisode du Abdullah, Café et Fiscal. au plaisir. Au revoir Et à chacun et chacune à- d'entre vous, et voilà. au Et plaisir merci de à vous vous. À très très bientôt. Au revoir à tous. voir. Bye bye. Salut.